Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile. Bonjour Damien, bonjour Guy. Allez, aujourd'hui nous recevons sur ce plateau un réalisateur, un reporter qui a décidé de sillonner le monde entier pour montrer concrètement ce qui se cache derrière le réchauffement climatique. Bonjour Guy Lagache. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Terre d'urgence, c'est donc le titre de la collection que vous incarnez en première partie de soirée sur Ushuaïa TV. Alors ce samedi 24 février, sortez vos agendas, vous vous rendrez dans le désert du Sahara, plus particulièrement en Mauritanie, afin de comprendre comment les populations locales s'adaptent au dérèglement climatique et aux changements climatiques extrêmes. Pour celles et ceux qui n'ont jamais eu la curiosité de regarder Terre d'urgence, et c'est très grave, est-ce que l'on peut dire que c'est un programme qui se trouve à mi-chemin entre Rendez-vous en terre inconnue et Échappée belle ? J'avais pas pensé à ça, à vrai dire. En tout cas, c'est un programme, moi, que j'ai proposé à Ushuaïa TV, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir celles et ceux qui sont en première ligne du changement climatique, alors que nous, on est déjà, évidemment, on commence à ressentir, comment dirais-je, le climat de façon très claire, en France par exemple, mais il y a des gens qui, eux, connaissent ça depuis fort longtemps, et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils s'adaptent à la virulence du climat, au déchaînement des éléments liés justement à ce climat qui se dérègle. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Alors, effectivement, il y a la fibre du reporter, du documentariste, du réalisateur, mais mon point de vue, c'est d'essayer de comprendre comment on fait et comment, au quotidien, on trouve des solutions pour y faire face. Et les solutions, parfois, elles sont assez surprenantes. On va en parler en détail dans cette interview, mais Terre d'urgence, il faut le rappeler aussi aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est un rendez-vous qui a été lancé en mars 2023. Hein. Ce n'est pas le premier documentaire que l'on va voir. Comment l'idée de départ est-elle née ? En fait, comment dirais-je, Christophe Sommet, le patron de Ushuaïa et des chaînes thématiques, a proposé à mon producteur, qui est Guillaume Roy de Flair Productions, et moi-même, de réfléchir à un documentaire. Et donc, en réfléchissant, j'ai très vite pensé à cela. Mais je me suis dit, ce qui serait intéressant, plus que de faire simplement un numéro, c'est de proposer une forme de série pour en fait, essayer d'aller explorer à la fois des communautés et des écosystèmes. Donc, on a commencé en fait avec la déforestation, et plutôt que d'aller en Amazonie, on est allé en fait explorer le premier poumon de la planète après l'Amazonie, qui est la forêt du bassin du Congo. Et donc, on s'est rendu dans une des régions les plus complexes, les plus violentes, une région qui est à la frontière du Rwanda et qui s'appelle le Kivu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un lieu où la déforestation est absolument rampante, et elle est rampante pour plusieurs raisons, mais notamment parce que les gens n'ont pas d'électricité, et donc c'est une affaire d'énergie encore, et donc les gens en fait abattent le bois pour le transformer en charbon, et afin d'avoir de l'énergie. Et donc, c'est la bataille de l'énergie. Bref, on a commencé comme ça. C'était une aventure passionnante parce que vous traversez la guerre, vous êtes obligé d'aller voir des groupes armés. Enfin, il y a quelque chose de à la fois intense, il y a une forme d'aventure, et en même temps, c'est l'histoire d'aujourd'hui. C'est aussi ce que ces gens vivent au quotidien, parce que derrière l'environnement, vous avez évidemment les problèmes climatiques, mais vous avez aussi des problèmes politiques, vous avez des problèmes de guerre, vous avez des problèmes sociaux, vous avez des problèmes économiques. Donc on est parti de là, puis ensuite on est allé en Inde faire la montée des eaux, la montée de l'océan, à la frontière du Bangladesh, dans le golfe du Bengale, et là c'était saisissant. Et puis là on est allé, comment dirais-je, pour essayer d'explorer les raisons de la désertification, de la sécheresse. Et derrière la sécheresse, vous avez la bataille de l'eau. La bataille contre le sable aussi, dont vous parlez. Mais l'eau, qui est vraiment la ressource absolument vitale pour nous tous, là, elle est cruciale, elle est critique, elle est vitale, on la sent quand on voyage dans ce pays-là. Et on s'en rend compte dès les premières secondes de votre documentaire. On va en parler dans quelques instants, encore plus en détail de ce documentaire. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Cécile Brelot.
Allez Cécile, c'est parti, on commence les infos médias avec Absatoussi qui charge son ancienne collègue Laurence Ferrari. Exactement, donc le temps où elle se considérait comme sœur est révolu. Dans Télérama, Absatoussi n'a pas été tendre avec la présentatrice de la quotidienne Punchline sur CNews. Je cite, « Elle a été contaminée par le virus CNews », expliquant préférer garder le souvenir d'une femme qui se positionnait en faveur de l'anti-FN, l'antiracisme et qui n'aurait jamais adhéré à cette ligne éditoriale. L'ancienne chroniqueuse du Grand 8 pendant 4 ans aux côté de la présentatrice qu'elle épingle, lui accorderait cependant le bénéfice du doute. Des factures à payer. Donc interrogée, Laurence Ferrari affirme mener sa barque comme elle l'entend. Alors Guy Lagache, vous connaissez bien le groupe Canal+, puisque vous avez été journaliste sur C8 pendant plusieurs années, de 2012 à 2017 me semble-t-il. Il y a une chaîne qui fait beaucoup parler en ce moment à la suite d'une décision du Conseil d'État, c'est CNews, chaîne d'information en continu du groupe Canal+. Quel regard vous portez, vous, sur cette chaîne qui, c'est vrai, fait aujourd'hui parler beaucoup d'elle? Moi, j'ai une conviction. Oui. C'est que dans une démocratie, on a une chance inouïe, c'est d'avoir le choix. Voilà. Donc le choix est important. Donc la liberté d'expression, la liberté de la presse, quand bien même on peut avoir des opinions différentes, c'est extrêmement important de sanctuariser ça. Après, je ne rentre pas dans les débats de réglementation, mais pour moi, il est là le principe. Allez, on poursuit ces infos médias avec toute autre chose. L'arrivée surprise de Laurent Ruquier, je ne sais pas si vous avez suivi ça, sur TF1. Une saison télé pas ordinaire, comme se plaît à décrire le principal intéressé. Son arrivée était déjà pressentie l'été dernier lorsqu'il avait quitté le groupe France Télévisions. Finalement, Laurent Ruquier avait créé la surprise en rejoignant BFM TV. Mais autre coup de tonnerre en décembre dernier, l'homme de télévision avait finalement quitté la chaîne d'information, ne se disant ne pas y être heureux. Ouais. Voilà, on justifie. Les téléspectateurs le retrouveront donc dans cette nouvelle saison de Masked Singer sur TF1, où il sera enquêteur aux côtés de Kev Adams, Chantal Latsou et Inès Reg. Alors le moins qu'on puisse dire de Laurent Ruquier, c'est qu'il a un parcours assez éclectique. Vous, c'est vrai que vous êtes un journaliste quand même très sérieux, vous êtes réalisateur, vous êtes présentateur, vous êtes reporter. Est-ce que vous aimeriez faire un pas de côté, comme peut le faire Laurent Ruquier, en vous déguisant, pourquoi pas, dans Masked Singer, en participant à Danse avec les stars, par exemple, Ushuaïa TV étant l'une des chaînes du groupe TF1? Non, mais d'abord, Laurent Ruquier, c'est un immense animateur. Et puis, c'est toujours intéressant des parcours qui sont pas linéaires. Enfin, moi, j'ai pas été que reporter et réalisateur. J'ai dirigé des unités de programme, des médias. J'étais présentateur. Et je ne sais pas ce que je ferai demain. Et en fait, pour répondre à votre question, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui m'intéressent et que j'aimerais faire. J'ai coutume de dire quand je serai grand. Donc, je trouve ça assez formidable que quelqu'un comme lui éprouve de la joie, du plaisir à aller explorer des trucs qui l'intéressent, que ce soit une chaîne d'information un jour et du divertissement un autre. Je pense que ce qui compte, c'est de continuer à essayer de vivre avec ses convictions et les rêves de réaliser ce qu'on a envie de faire. Mais vous, est-ce qu'il y a une corde que vous n'avez pas encore accrochée à votre arc? Parce que c'est vrai que vous, comme je disais, vous êtes réalisateur, vous avez écrit des livres, vous avez dirigé des médias. Est-ce qu'il y a des envies que vous avez aujourd'hui? Alors moi, j'en ai plusieurs. J'ai envie de poursuivre le documentaire en tant que réalisateur. La fiction m'intéresse. La fiction vous intéresse? Ouais, à terme, peut-être, j'espère. En tant que scénariste, producteur? Ouais, voire réalisateur. C'est des choses qui pourraient m'intéresser. Adapter votre livre, par exemple? Ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que la fiction me fascine parce que c'est une façon aussi, si vous voulez, de raconter des histoires avec de l'impact. Oui. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est de raconter des choses qu'il me semble importante en ayant le plus d'impact possible. Le documentaire est un moyen, à mon avis, très fort, très intéressant, et la fiction en est un autre. Et la fiction est un moyen aussi d'avoir de l'impact et de s'exprimer de façon à aller toucher, comme on dit, les esprits et les cœurs. Allez, on termine cette info avec le chiffre du jour, le 2. Oui, pour 2 procès que François-Marie Bagné souhaite, je cite le terme, coller à Netflix. Invité sur France Inter mardi, celui qui a été condamné à 4 ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt a réagi au documentaire produit par la plateforme américaine et consacré à l'héritière de L'Oréal. L'homme de 76 ans y est dépeint comme un homme diabolique et féroce. Une contrefaçon selon lui qui sera d'ailleurs le premier motif
de sa plainte. Pour lui, s'il avait été une femme et elle un homme, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires. Alors vous avez réalisé un documentaire passionnant d'ailleurs qui était consacré à Emmanuel Macron intitulé « Un président, l'Europe et la guerre ». C'était en 2022. Est-ce que l'Élysée avait un droit de regard sur votre projet à l'époque? Non, pas un droit de regard. Évidemment non. En revanche, j'ai proposé, en accord avec mon producteur, qui est un visionnage, ce qu'on appelle technique. C'est-à-dire que on a montré à 2 conseillers de l'Élysée le film dans un seul but, de savoir s'il y avait des informations qui étaient susceptibles de poser un problème de sécurité nationale. Pourquoi ? Parce que quand vous passez 6 mois embarqués au cœur de la cellule diplomatique de l'Élysée, alors que le continent européen est frappé pour la première fois depuis 1945 par une guerre sur son territoire, vous êtes évidemment amené à filmer des choses qui sont extrêmement sensibles et classifiées. Oui, bien sûr. Ça a été le cas, donc vous avez dû supprimer certaines séquences parce qu'elles étaient beaucoup trop sensibles. D'abord, moi, je les avais supprimées, oui. Comment dirais-je, pendant le montage. Vous voyez des documents sur une table. Voilà, par nature, ces documents ne sont pas censés être dévoilés. Donc ça, c'est une première façon. Et j'ai juste supprimé un petit sonore de 25 secondes. Parce que là, on m'a indiqué, là, on a un vrai sujet de classification de l'information qui était on ne peut plus sensible. Est-ce que ça veut dire que vous, Guy Lagache, lorsque vous réalisez ce type de documentaire, vous devez avoir une habilitation secret défense pour pouvoir consulter d'une certaine manière aussi ces documents? Parce que lorsque vous les filmez, vous y avez accès. Alors, le grand public n'y a pas accès puisque vous les floutez, vous supprimez certaines séquences qui sont sensibles, mais vous avez des secrets en vous, quelque part, lorsque vous avez accès à ce genre de choses. Non, mais après, c'est une part de responsabilité que j'ai en tant que journaliste. C'est-à-dire que quand vous faites ce genre de documentaire pendant 6 mois, je peux vous dire que vous êtes extrêmement conscient à la fois de la difficulté de faire votre boulot, c'est-à-dire de pouvoir filmer ce qui est intéressant, et en même temps de la responsabilité qui vous incombe parce que tout d'un coup, vous allez filmer des choses qui ne se voient absolument jamais. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez en vous d'un bout à l'autre du projet. Et vous travaillez vraiment avec à la fois j'allais dire ce double cliquet, c'est-à-dire cette volonté évidemment de pouvoir découvrir le plus de choses possibles et de les voir s'incarner devant votre caméra, et en même temps en ayant évidemment la capacité de pouvoir faire la part des choses et précisément de comprendre la responsabilité que vous avez. Et en fait, c'est cette double enjeu, ce double enjeu qui m'a tenu pendant les 6 mois de la réalisation de ce film. Eh bien, ce film qui s'est tenu à Paris, vous vous êtes envolé pour quelques milliers de kilomètres direction l'Afrique en Mauritanie, et ce sera diffusé sur Ushuaïa TV. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors Ushuaïa TV diffuse donc ce samedi 24 février en première partie de soirée ce documentaire intitulé Terre d'urgence. C'est une collection, on le rappelle, qui a déjà été lancée il y a quelques mois de ça. Qu'est-ce qui vous a déjà motivé à l'idée de vous intéresser à ces peuples du désert qui vivent en Mauritanie ? Avec Baptiste Rimbert, qui a co-réalisé avec moi le documentaire, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre comment, en gros, le désert est en train d'avancer toujours plus fortement sur cette région du Sahel, et en l'espèce en Mauritanie, mais ce n'est pas seulement en Mauritanie, et en même temps, et donc de voir la force de ce sable, de ces dunes qui, au quotidien, envahit la vie des gens. C'est-à-dire que c'est vraiment troublant. Vous avez une ville comme Chinguetti, qui est une ville sainte et millénaire, qui a été construite 3 fois, parce qu'à 2 reprises, elle a été ensevelie, et là, elle l'est encore davantage. Bon, donc il y a ça d'un côté, et de l'autre, on voulait voir, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment on fait face à cela ? Comment on se bat contre le désert ? Comment on trouve de l'eau quand il n'y en a plus ?
comment on fait pour, comment dirais-je, faire vivre sa famille, ses enfants, alors que vous devez faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau matin et soir, afin de pouvoir maintenir votre vie et la vie de votre communauté. Et c'est ça, en fait, qu'on est allé chercher avec Baptiste quand on est parti pour la Mauritanie. Vous avez aussi parlé, le titre, c'est « Les combattants du désert ». Exactement. En quoi sont-ils des combattants, ces personnes que vous avez rencontrées? Qui sont-ils? Parce que ce sont des combattants, parce qu'en gros, ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous. Mais en revanche, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils doivent manger, boire, ils doivent aller bosser. Enfin, ils ont les mêmes préoccupations. Mais là où ils ne sont pas comme nous, c'est qu'ils ont une préoccupation primaire, c'est de se battre contre les éléments. Et donc, par exemple, quand vous avez votre maison qui est en train d'être ensevelie, parce que le sable ne cesse, en gros, de s'intégrer dans la maison, vous avez un nouveau métier qui s'est développé à Chinguetti qui s'appelle le désensablement. Ça, c'est David contre Goliath. On Exactement. imagine du mal des personnes qui sont capables d'arrêter le désert. C'est impossible. Et c'est le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des désensableurs qui gagnent leur vie et qui gagnent plutôt très bien leur vie comparé en gros à la moyenne, comment dirais-je, des revenus en Mauritanie, parce que, en gros, les habitants font appel à eux pour aller désensabler. Mais en effet, le sable revient tout le temps. Donc, ils ne cessent de faire la même chose. Mais parce que sinon, ces gens-là n'ont pas d'autres endroits où aller. Et d'ailleurs, à tel point que vous avez un phénomène qui s'est développé non seulement en Mauritanie, mais à l'échelle d'une ville, c'est la migration climatique. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on croit souvent que la migration climatique, ce sont des gens qui vont traverser un océan et qui vont partir vers un autre pays. C'est le cas, mais le plus souvent, ce sont des gens qui migrent, comment dirais-je, à l'intérieur de leur communauté. C'est-à-dire, ma maison s'est écroulée à cause du sable, donc je n'ai pas d'autre endroit où vivre, donc je prends ma femme et mes enfants et je vais m'installer dans un campement quelque part et j'installe un campement de fortune. Que ça soit à 5000 km ou que ça soit à 500 mètres, c'est la même démarche. C'est une forme de déracinement. Et ça, c'est assez frappant. Alors en Mauritanie, vous avez tourné là-bas pendant 1 mois et vous le dites d'ailleurs dans ce documentaire, à cause du réchauffement climatique, il fait parfois 55 degrés à l'ombre. Comment vous avez fait pour vous adapter à ces conditions climatiques extrêmes? En fait, ce qui se passe, c'est que vous travaillez jusqu'à 10 h du matin. Donc vous bossez. D'abord, on dormait quasiment tous les soirs à la Belle Étoile. Ah oui. On a fait 4000 km et voilà, vous avez une très faible densité de population en Mauritanie, donc en fait vous arrêtez là où vous arrêtez parce qu'il y a un moment donné il faut vous arrêter pour dormir. C'est un habitant par kilomètre carré, je crois. Oui, c'est ça. Et donc si vous voulez. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, vous travaillez jusqu'à... on y était pendant la saison chaude, jusqu'à 10 h. Et à partir de 10 h, la réalité, c'est que vous ne pouvez plus travailler. Et d'ailleurs, pendant la saison chaude, beaucoup de gens sont nomades, etc. Ils ne travaillent pas de 11 h à 17 h. Ah oui. C'est juste pas possible. Mais vous faisiez quoi pendant ce temps-là si vous ne Alors, nous, on faisait de la route. Ouais. Ce qui nous permettait d'aller d'un point A à un point B. Dans des véhicules climatisés quand même? Non, pas forcément d'ailleurs, parce qu'on gardait les fenêtres ouvertes, mais on buvait jusqu'à 7 litres d'eau par jour. Ah oui. Donc voilà. Mais donc, c'est juste une donnée qui est effectivement très frappante quand on est là-bas, c'est que la chaleur vous empêche. Et en fait, la chaleur peut bloquer un pays, c'est-à-dire, ou en tout cas... atténuer considérablement l'activité économique, ne serait-ce que parce qu'il est impossible d'y travailler. Vous évoquez vos documentaires, notamment celui au Congo et en Inde, maintenant au Sahara. Comment on fait pour ne pas être... Pourtant, vous n'êtes jamais alarmiste. Comment on fait? Est-ce que c'est la clé pour mieux sensibiliser au réchauffement climatique? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir... ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens vivent. Ça ne veut pas dire que...
Et donc, je fais preuve d'empathie et je comprends en fait les difficultés dans lesquelles ils y sont. Mais ce que je découvre à chaque fois, c'est qu'il y a effectivement une part de pauvreté très forte et qui est accrue par les problèmes climatiques. Quand vous avez l'océan en fait qui en gros s'infile dans les terres en Inde, qui fait que les cultures de riz, tout d'un coup s'arrêtent et ne peuvent plus reprendre. Quand vous avez des centaines de milliers d'hectares qui chaque année sont déforestés, ou le sable qui s'infiltre, évidemment, ça crée des situations absolument dramatiques. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, je l'ai vu, c'est que ces gens-là, chez l'humain, il y a une forme de génie, il y a une forme de résilience qui fait que le besoin de vous en sortir, il est plus fort que celui de rester à ne rien faire. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et vous voyez, par exemple, il y a une séquence dans le film qu'on va voir samedi soir, dans un lieu où il n'y a plus d'eau. Pourquoi il n'y a plus d'eau ? Pour deux raisons. Le premier, c'est le climat. Et puis, il y a un deuxième truc, c'est qu'il y a eu tellement de forages qui ont été faits, il y a eu tellement de puits qui ont été creusés, qu'à la fin, les nappes phréatiques se sont vidées. Et vous avez, dans un endroit qui s'appelle l'Attar, qui est une vallée, une grande palmeraie qui produit des dattes parmi les meilleures de la planète, d'ailleurs. C'est dramatique pour cette production parce que, par le manque d'eau, il y a 70% de la production, en fait, qui a été réduite à néant. Et la communauté, sous l'impulsion d'un homme, d'un agriculteur, a décidé l'impensable. C'est du fait qu'il n'y avait plus d'eau dans les sous-sols, ils ont décidé d'aller chercher l'eau qui venait du ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement construit ce qui normalement est construit par des États ou des multinationales, à savoir un barrage. Ouais. Et ce sont des gens qui ne sont pas éduqués, ce sont des gens qui n'ont pas forcément été à l'école. Mais là, ils ont décidé de s'instruire eux-mêmes. Et ce qu'on raconte, avec Baptiste, ce qu'on raconte dans le film, c'est qu'ils ont un ami, cet agriculteur a un ami qui est un vieux sage, qui était instituteur, et qui a décidé d'aller sur Internet pour s'éduquer sur la façon de faire un barrage. Et en fait, ils se sont inspirés, et c'est ça qui est fou, des barrages qui étaient faits dans l'Antiquité par les Romains au sud de la Tunisie. Et ils ont reproduit cette même façon de faire. Ce sont des gens qui ne sont ni architectes, ni ingénieurs, et qui font ce qui apparaît comme étant impossible. Et moi, ça, je trouve que c'est extrêmement, à la fois inspirant et extrêmement émouvant. Valoriser ce genre d'initiative, effectivement. Oui, et puis c'est aussi des histoires formidables à raconter. C'est-à-dire que c'est porteur d'histoire et c'est effectivement inspirant. Alors, effectivement, ça serait naïf de penser que par leur solution, en fait, la problématique climatique va être résolue. Non, mais je pense qu'on est en ce moment dans une période, comment dirais-je, actuelle, qui est avant la période où on trouvera les solutions. Et c'est une période qui nécessite ce qu'on appelle l'adaptation. Et eux s'adaptent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce mardi, nous recevions à votre place l'animatrice chroniqueuse Valérie Benaïm. Elle avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Bonjour Guy, alors petite question, je sais que tu vas réaliser, produire et présenter une émission sur le changement climatique. À quel moment cette thématique est devenue une thématique prépondérante pour toi ? À quel moment est-ce que tu as eu une conscience de ce bouleversement climatique et qu'il fallait en parler ? Bonne question. Valérie, elle a toujours posé des bonnes questions. C'est une journaliste. Voilà. Non, mais c'est une bonne question parce que moi, je ne suis pas né du tout dans l'écologie, je ne suis pas né militant. Et je vais vous dire un truc, au début, ça me barbait un peu. En fait, je présentais Capital, j'ai présenté Capital pendant 8 ans. Oui, et on était à un moment donné, vous savez, on a souvent appelé la mondialisation comme étant un phénomène de mondialisation heureuse. Ouais. Et il se trouve que j'ai beaucoup voyagé pour Capital en tant que même présentateur, j'allais faire du reportage, etc. Et chemin faisant, dans les années 2000-2010, en gros, j'ai commencé à découvrir des choses qui me semblaient troublante, si vous voulez. Je me souviens en Inde, voir l'urbanisation galopante, si vous voulez, prendre le pas sur la nature. J'ai vu des forêts dévastées dans le nord Canada pour
pour aller puiser du pétrole dans les sables bitumineux. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie et on a inventé à Capital la première grande série d'investigations qui s'appelait Capital Terre, c'est-à-dire de raconter comment, en gros, l'activité humaine avait un impact sur l'environnement. Et depuis, ça ne m'a plus lâché. Et depuis, effectivement, vous êtes dans cette série documentaire donc, qui s'appelle Terre d'urgence, Sahara, les combattants du désert. Ce sera ce samedi 24 février en prime time sur Ushuaïa TV, je le rappelle. Est-ce qu'on peut avoir des indices sur les prochains tournages que vous allez entamer dans les prochains mois, les prochains jours? Moi, j'aime bien les surprises. Vous aimez bien les surprises. Vous ne voulez pas nous donner cette exclusivité. Alors, dommage, je reviendrai pour nous en parler. Absolument. Alors, bon, très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Donc, ce sera sur Ushuaïa TV. Terre d'urgence, Sahara, les combattants du désert, ce samedi 24 en prime time. Et je rappelle aussi que vous allez sortir le 3 avril prochain un livre, Le cri de la forêt, récit sur la menace climatique. Et c'est la suite d'un reportage que vous avez pu faire dans le passé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et le Buzz TV revient demain avec Anthony Colette, l'ancien danseur de Danse avec les stars, qui a sorti un livre. Il était venu nous en parler sur ce plateau, mais surtout il se lance dans la chanson. C'est assez étonnant. Et bien il viendra nous en parler sur ce plateau. Donc rendez-vous ce jeudi sur le Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous.